Sous les projecteurs aveuglants des scènes internationales, le corps humain a parfois défié la logique. Nous sommes au début des années 90 et le bodybuilding s'apprête à basculer dans une ère de gigantisme et de démesure. Mais au milieu de ces monstres de foire de plus de 100 kg, un homme va réussir l'impossible. À peine 1,60 m. Pourtant, lorsqu'il se retourne et qu'il déploie son dos, le monde s'arrête. Une densité s'apparentant à de la roche taillée, une peau fine comme du papier de verre, et une rage de vaincre qui va lui valoir le surnom le plus redouté du circuit professionnel, le tueur de géants. Mais derrière l'illusion de la perfection et les acclamations de la foule, se cache une réalité d'une brutalité sans nom. Le 4 octobre 1992, quelques heures seulement après avoir soulevé un énième trophée sous les applaudissements du public, Mohamed Benaziza s'effondre dans le silence d'une chambre d'hôtel à Rotterdam, son cœur a lâché alors qu'il n'avait que 33 ans. Comment ce prodige, alors au sommet absolu de sa gloire, a-t-on pu basculer de la lumière des projecteurs aux ombres de la morgue en l'espace d'une nuit? Installez-vous confortablement. Aujourd'hui sur Mind Blown Stories, nous plongeons dans les coulisses sombres du destin brisé de Mohamed Benaziza et le pacte terrifiant qu'il a signé avec l'extrême. Pour comprendre l'onde de choc qu'a été l'apparition de Mohamed Benaziza, il faut d'abord plonger dans l'ambiance des coulisses de la fin des années 80. À cette époque, le monde du culturisme vit une mutation radicale. L'ère esthétique, sculptée et harmonieuse des années 70, celle des lignes parfaites de Frank Zane ou de Serge Nubret, s'efface lentement. Une nouvelle règle invisible s'impose aux athlètes, la course à la masse pure. Les juges veulent du lourd. Les corps deviennent des forteresses de muscles de plus en plus massives. C'est dans ce contexte de colosse que débarque ce jeune athlète d'origine algérienne. Né en 1959, Momo commence sa vie sportive sur les terrains de football avant de pousser pour la première fois la porte d'une salle de musculation. Très vite, la fonte devient une obsession. La génétique répond au quart de tour, mais Momo se heurte immédiatement à un obstacle biologique majeur. Un critère qui, pour beaucoup de spécialistes de l'époque, aurait dû être un arrêt de mort pour sa carrière professionnelle, sa taille. Dans un sport où la hauteur aide à répartir les volumes et à tricher sur les proportions, mesurer à peine 1,60 m face à des géants de près d'1,80 m semble être un combat perdu d'avance. Mais Mohamed Benaziza refuse de se plier aux règles du jeu. S'il ne peut pas être le plus grand sur scène, il sera le plus dense. S'il ne peut pas être le plus lourd sur la balance, il sera le plus écorché. Il développe alors un protocole d'entraînement d'une intensité effroyable. Pour compenser son manque de hauteur, il pousse la connexion cerveau-muscle à un niveau de précision quasi chirurgicale. Chaque répétition, chaque mouvement est exécuté pour forcer la fibre musculaire à se densifier au maximum. Et le résultat de cette discipline de fer va choquer le milieu. Momo acquiert une épaisseur musculaire si compacte qu'elle donne l'illusion qu'il pèse 20 kg de plus dès qu'il monte sur le podium. C'est à ce moment-là qu'il dévoile son arme absolue, son dos. Un dos d'une épaisseur et d'une netteté jamais vues, qui éclipse totalement la concurrence dès qu'il effectue un quart de tour. En 1987, il décroche sa carte professionnelle au championnat du monde amateur de l'IFBB au Portugal. Le voilà propulsé chez les professionnels. Les observateurs américains sourient en voyant ce petit s'aligner face au monstre sacré de la discipline. Ils vont très vite cesser de sourire. Nous sommes en 1990, au Grand Prix d'Allemagne. Face à lui se dresse un jeune Britannique au dos monumental, un homme qui s'apprête à redéfinir définitivement les standards de la masse, Dorian Yates. Contre toute attente, les juges et le public sont hypnotisés par la définition et la symétrie parfaite de l'Algérien. À côté du futur sextuple Mr Olympia, le contraste de taille est frappant, mais la netteté absolue des lignes de Benaziza crée l'illusion parfaite. Les juges tranchent, Momo Benaziza est sacré vainqueur. Il vient de terrasser le futur roi de la discipline. C'est à cet instant précis, sous la stupeur de la communauté internationale, que naît le mythe du Giant Killer, le tueur de géants. Momo est désormais un prétendant sérieux au titre suprême de Mr Olympia. Rien ne semble pouvoir l'arrêter, sauf, peut-être, l'engrenage mortel qui se joue dans l'ombre des vestiaires. Entrer dans le top mondial est une chose, y rester en est une autre. Après sa victoire retentissante contre Dorian Yates, Momo Benaziza change de statut. Il n'est plus l'outsider que personne n'attend, il est l'homme à abattre. En 1992, il confirme son ascension en se classant à la 5e place du prestigieux concours de Mr Olympia. Le sommet est à portée de main. Mais à cette époque, la pression invisible qui pèse sur les épaules des athlètes devient insoutenable. Pour compenser le fait que ses adversaires prennent chaque année 5 à 10 kg de muscles purs, Momo n'a pas le choix. Il doit pousser son point fort jusqu'à un niveau que personne n'a jamais osé explorer. Il doit redéfinir le concept même d'un physique écorché. Il veut une peau si fine, si collée aux muscles, qu'elle en devient presque transparente sous les projecteurs.
C'est dans cette quête obsessionnelle que le bodybuilding des années 90 va rencontrer son démon le plus silencieux et le plus mortel. Contrairement à ce que s'imagine le grand public, le véritable danger qui plane sur les coulisses de cette ère ne provient pas des produits utilisés pour construire la masse. Le piège mortel porte un autre nom, les diurétiques. Pour comprendre l'engrenage, il faut comprendre la biologie humaine. Le corps est composé en grande partie d'eau et une fine couche de liquide stagne naturellement entre la peau et les muscles. Pour les juges de l'époque, cette eau est une hérésie. Elle floute les détails, elle gâche les lignes. Les athlètes se tournent alors vers des substances médicales détournées de leur usage initial, conçues pour forcer les reins à évacuer la moindre particule d'eau par les voies naturelles. L'objectif est simple, vider le corps jusqu'à la dernière goutte pour plaquer l'épiderme directement contre la fibre musculaire, comme un emballage sous vide. Mais toucher à l'équilibre hydrique du corps humain, c'est jouer à la roulette russe avec ses propres organes. Privé de son eau, le corps commence à s'autodétruire de l'intérieur en l'espace de quelques heures. Les premiers signaux d'alarme sont physiques. Les muscles, totalement asséchés, sont pris de crampes d'une violence inouïe. Des spasmes si douloureux qu'ils peuvent bloquer un athlète en plein posing, l'empêchant de bouger un membre. Mais le pire se passe dans le système sanguin. Sans eau pour le fluidifier, le sang s'épaissit. Il perd sa consistance normale pour devenir lourd, visqueux, compact comme du sirop. Imaginez un instant l'effort surhumain que doit fournir le cœur. À chaque pulsation, ce muscle cardiaque épuisé doit contracter ses parois de toutes ses forces pour tenter de pomper et de faire circuler ce fluide hyper épais à travers les artères. Les reins, de leur côté, fonctionnent à sec, frôlant l'asphyxie et la nécrose. C'est ce prix invisible, ce sacrifice biologique absolu que Momo Benaziza accepte de payer pour maintenir son illusion de perfection sur scène. Un engrenage mortel qui s'apprête à s'emballer définitivement lors de l'automne 1992. Nous sommes au début du mois d'octobre 1992. La saison des compétitions bat son plein en Europe et Momo Benaziza s'est lancé dans un marathon exténuant. Il enchaîne les apparitions sur scène à un rythme effréné, sans accorder la moindre heure de répit à un organisme déjà vidé de ses forces. Chaque show exige de lui qu'il reproduise le même protocole d'assèchement extrême. Le 4 octobre, il se trouve à Rotterdam, aux Pays-Bas, pour disputer le Grand Prix. Lorsqu'il monte sur le podium, le public est en transe. Visuellement, Mohamed Benaziza est un chef-d'œuvre absolu. Ses muscles sont si secs et si denses qu'ils semblent irréels. Il remporte la compétition sous une pluie d'applaudissements, mais derrière son sourire de vainqueur, Momo est un homme qui est en train de mourir. Dès son retour dans les coulisses, le masque tombe. La déshydratation critique a atteint son point de non-retour. Des crampes d'une violence inouïe paralysent ses membres, son corps tremble de manière incontrôlable. Ses proches, terrifiés par son état de faiblesse, comprennent immédiatement la gravité de la situation. Ils le supplient d'appeler les secours et de se faire hospitaliser en urgence. Mais Momo refuse. C'est un guerrier, un homme forgé dans le sacrifice qui a passé sa vie à ignorer la douleur pour briser des barrières. Il est convaincu qu'il s'agit d'une fatigue passagère, qu'il a simplement besoin de s'allonger et de fermer les yeux pour récupérer. Il rejoint sa chambre d'hôtel pour se reposer. Ce sera son dernier choix. Dans la solitude de cette chambre, le piège biologique se referme définitivement. Privé d'eau, sa tension artérielle s'effondre, son cœur, épuisé d'avoir lutté pendant des heures pour propulser un sang devenu trop épais, ralentit, fatigue et s'arrête net. À seulement 33 ans, le tueur de géants s'est éteint. La nouvelle de sa disparition brutale va agir comme un véritable séisme de magnitude maximale à travers toute la planète fitness. C'est la toute première fois que le grand public et les institutions prennent conscience avec une telle violence de l'envers du décor. La mort de Momo Benaziza a brisé l'omerta sur les dérives des coulisses, devenant le premier grand signal d'alarme d'une génération d'athlètes prêts à flirter avec la mort pour la gloire, un drame qui sera tristement réitéré à peine 4 ans plus tard avec la chute d'Andreas Münzer. Aujourd'hui, que reste-t-il de Mohamed Benaziza ? Il reste l'image d'un homme au courage exceptionnel, un athlète d'1m60 qui a prouvé au monde entier qu'avec une discipline chirurgicale, on pouvait terrasser des colosses et marquer l'histoire. Mais son destin brisé reste aussi, et surtout, un avertissement éternel gravé dans la roche du bodybuilding. Le rappel tragique du prix exorbitant que le corps humain doit parfois payer lorsqu'il décide de signer un pacte avec l'extrême. Si ce voyage dans les secrets les plus sombres de l'histoire du bodybuilding vous a captivé, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de partager votre avis en commentaire. Pour ne manquer aucune de nos prochaines enquêtes et plonger à chaque fois au cœur des destins les plus extraordinaires et mystérieux de notre monde, abonnez-vous dès maintenant sur Mindblown Stories. Prenez soin de vous, restez curieux et on se retrouve très vite pour une nouvelle histoire.